Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est le président de l'AS Monaco Rugby, club qui ne cesse de croître depuis plusieurs années. Il montre un engagement sans faille dans la vie en tant que médecin, mais également envers son sport de choix, d'amour, de prédilection, appelons ça comme on veut, le rugby. Tout d'abord comme joueur, puis comme président, structurant le club monégasque et en créant même une équipe féminine. Bonjour Thomas Riquet. Bonjour Geneviève, merci de me recevoir. Moi je suis contente parce que t'as vu, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai dit, t'as créé un club, vous avez créé une structure, vous avez implanté le rugby à Monaco, on va en parler. Mais surtout, t'as pensé à créer une équipe féminine. Oui, alors j'ai pas pensé, on a pensé, il y a une équipe derrière moi, oui, effectivement. Tous. On a prêché la bonne parole, ça c'est vrai, et c'était une vraie mission jusqu'à la naissance du rugby féminin. Ça, pour le coup, c'est une vraie naissance, parce que même si le rugby a pu être pratiqué avant la création de 2017, même si ça... Ouais, je pense que le rugby, tout le monde s'est essayé au rugby un jour ou l'autre, mais le rugby féminin, c'est vraiment vous qui l'avez implanté quand même. C'est là qu'on s'est dit que le rugby avait vraiment sa place en principauté, c'est que même si on arrivait à créer une équipe féminine, c'est que vraiment il y avait un socle, il y avait quelque chose, il y avait un territoire qui était favorable à ça, et c'est Fabien Cabin qui a été à l'initiative de ce petit groupe de filles qui fait effectivement son chemin à 15, à 7 et qui nous régale. À la fois elles font les deux ? Elles font 15 et 7 ? Elles ont fait 15 l'année dernière, elles font 7 cette année, effectivement. C'est dur d'avoir un squad de 40 filles engagées à un haut niveau, donc Fabien a essayé d'aller jusqu'au bout de cette histoire-là, puis on est reparti sur un profil Seven, qui est peut-être plus adapté aujourd'hui pour le rugby féminin, qui naît à Monaco. Mais voilà, elles sont aussi importantes dans la structure du club, puisque toutes ces filles se sont intéressées au projet, se sont intéressées et ont été participantes, entre guillemets. Donc avoir des femmes dans la direction du club aussi, c'était quelque chose qui était important pour nous et qui nous a amené à une autre vision. C'est marrant, hein, parce que tu vois, je t'écoute et je me dis, en fait, tous les gens qui prétendent que le rugby est un sport de macho, ils sont à côté de la plaque complètement, hein. Oui. Après, c'est vrai cette image, tu vois, il y a cet abord un peu physique très... d'adversité, mais les femmes sont tout à fait capables et même des fois sont mieux armées à ce type de combat, à la compétition. Ouais. Elles sont assez surprenantes, ça c'est sûr. Et après, dans leur vision du rugby, elles ont une telle diversité de nouvelles idées dans un rugby qui était un peu cadenassé, entre guillemets, par les hommes, que ça nous a fait du bien, et puis on a trouvé un certain équilibre. Bon, tu dis cadenassé, mais on voit tous les jours sur les terrains, et notamment avec une génération de joueurs français, ça dure là, hein, quand même, hein. On voit des choses étonnantes quand même. Le rugby, c'est un sport spectacle aussi. Oui, c'est un sport d'émotion, c'est un sport d'expérience, et les gens ils se régalent de voir effectivement les gladiateurs dans l'arène, mais ces gladiateurs derrière ce sont des hommes, et effectivement ils ont des qualités extraordinaires. On a une bonne formation, on a une bonne génération. Monaco, nous, on est affilié à la Fédération française de rugby, donc on rentre sur cette formation-là. On a des joueurs chez nous qui sont passés par le club et qui sont internationaux français maintenant aussi, donc c'est une vraie satisfaction. Antoine Zegdar qui va faire les Jeux Olympiques, qui est passé par notre club, avec le 7 qui est passé par Castres et qui maintenant a gagné Los Angeles avec Antoine Dupont par exemple. Le tournoi, voilà, on a des joueurs qui sont en U16, Jazz pour pas le citer, qui a fait toute sa formation chez nous. Ça commence à faire du bruit là, hein, voilà, Jazz. On a un international en U18, en U16, et qui est dans cette formation française qui fonctionne, qui a été championne du monde U20 encore l'année dernière, et qui malheureusement les grands ont échoué aux portes du carré mondial, mais contre une belle équipe d'Afrique du Sud qui elle aussi avait des belles valeurs. Encore une fois, c'est une histoire d'hommes ou de femmes, mais il y a des histoires incroyables. Voilà. En plus, l'Afrique du Sud, tu me le disais juste avant qu'on démarre cette discussion, l'Afrique du Sud, il y a un supplément d'âme, hein. Le rugby, c'est un sport d'histoire. Il y a cette histoire qu'on a tous vue dans Invictus de l'équipe d'Afrique du Sud qui gagne la Coupe du Monde à la maison avec des joueurs noirs la première fois. Enfin, on a l'impression que le rugby, c'est aussi le terrain, bon, comme souvent le sport, mais dans le rugby, comme tu disais, c'est un sport d'émotion. On a l'impression que cette émotion, elle est plurielle, quoi. Elle est sur la parité, mais pas que. Elle est aussi sur l'antiracisme, elle est aussi sur plein d'autres choses. La fraternité. Elle est sur la diversité, sur la morphologie des gens. Il y a différents physiques, différents caractères, différentes origines, différentes histoires. Voilà, c'est vrai, quand tu mets un 15 comme ça en ligne, t'as des grands costauds, t'as des petits plus rapides, t'as des mecs plus fins, enfin t'as un peu tout, quoi. T'as Noël Le Garec qui vient de Bretagne, qui n'était pas une territoire de rugby, qui arrive à faire sa place aujourd'hui, et dont on retrouve presque les mêmes qualités qu'Antoine Dupont. Donc on a tout un tas de joueurs qui ont beaucoup de caractère,
Et ça, c'est très français. Mais voilà, des fois, les histoires s'opposent et l'histoire de l'Afrique du Sud se répète, entre guillemets. Et nous aussi, pourtant, on était à la maison, on avait une histoire à raconter. Ouais. Et c'est pas passé loin. Un point, c'est vraiment pas passé loin. Un point dans un match de rugby, c'est pas grand-chose quand même. Les skieurs, ils disent, de temps en temps, ils ont les secondes avec eux, de temps en temps, ils les ont contre eux. Ben là, c'est un peu ça. De temps en temps, t'as le mini-point avec toi et de temps en temps, tu l'as pas, quoi. C'est le sport, faut l'accepter. Il y a des aléas, effectivement, il y a des petits détails qui des fois tombent du bon côté et d'autres. Mais voilà, le jeu, c'est d'être suffisamment fort pour effectivement essayer de pousser ces choses à basculer dans votre sens. C'est le jeu de tous les coachs, le jeu de Fabien Galtier, c'est le jeu de David Bolgachvili qui entraîne notre équipe première aujourd'hui. Donc voilà, des fois ça fonctionne et quand ça fonctionne, le collectif prend. C'est ça aussi le rugby et sa force, c'est que collectivement, quand on arrive à maturité et que le collectif commence à bien tourner, là on trouve des forces et des vertus à cette équipe qui sont pourtant des fois sur le papier individuellement pas les mieux armés. Mais c'est ça qui est beau dans notre sport, c'est que parfois ça fonctionne. Parce que toi tu es un joueur de rugby, hein. Pas qu'un jour tu décides de devenir président d'un club de rugby, c'est que toi, tu es un rugbyman à la base. Oui, j'ai grandi dans un territoire de rugby, mon père faisait de l'escrime, j'avais pas du tout dans le territoire du rugby, et puis le scolaire narbonnais, entre guillemets, m'a valu d'être avec mes camarades de classe rapidement sur un terrain de rugby. Ouais. Et avec beaucoup de plaisir, j'ai commencé à apprécier ce sport. Je venais de la gymnastique, donc j'avais un peu d'explosivité, et de suite ça a pris. T'étais rapide ? J'avais pas de grande qualité, mais c'était un sport total. C'est ça qui m'a plu. T'étais où ? Demi-mêlée ? J'étais demi-mêlée à Narbonne, oui. Pendant longtemps, et j'ai apprécié ce sport. Après, il a fallu choisir sport et professionnel, ce qui est un peu dommageable dans la France et les choses qu'on prône, parce que des fois, on oppose la scolarité, le monde universitaire. Ouais. En l'occurrence, moi, je faisais des études de médecine, donc le rugby n'a pas été prioritaire. Des études que tu as réussi, hein, mais je t'écoutais parler de formation tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une évolution dans cette formation, dans la prise en charge du plan B ? Moi, ce que j'appelle le plan B, c'est-à-dire que on sait tous que dans la formation, il y a beaucoup d'appelés. Et il n'y a pas toujours beaucoup d'élus, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y a des gars qui peuvent passer, ou des gars ou des filles qui peuvent passer un certain niveau ou pas. Et la grosse bataille du football, notamment, dans les 20 dernières années, ça a été de travailler sur les plans B. C'est-à-dire de dire, si les gars passent pas, qu'est-ce qu'on leur a proposé pour qu'ils continuent de grandir, quoi. Alors, nous, on a l'exemple du football. Donc, c'est vrai que le rugby a été professionnel après le football et qu'on a été très prudent dans l'approche de ça. Les prix n'ont pas été exorbitants, les salaires des joueurs n'ont pas été exorbitants. Ouais. Il y a souvent eu des doubles cursus qui ont été réalisés. Il y a Proval aussi, qui était une association qui protège un peu les joueurs et qui les aide dans leur reconversion. Nous, on est totalement attachés à notre modèle plus réactif, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas un club professionnel, l'AS Monaco Rugby. Donc on va peut-être arriver au plus haut niveau amateur, mais aujourd'hui on est très attaché à ça, avoir des joueurs qui veulent se régaler sur le plan du rugby avec le plus haut niveau possible, un spectacle qui est très attrayant pour les gens qui viennent venir nous voir, mais qui en même temps ont une pluralité de l'activité professionnelle, un équilibre qui se trouve comme ça. On n'oppose pas les projets, nous ça ne nous dérange pas. Bien sûr, il y a un aménagement dans leur préparation et dans la faculté à trouver des emplois qui sont compatibles avec leur pratique rugbystique. Mais bon, moi je considère qu'aujourd'hui, quand t'as entre 20 et 35 ans, effectivement, c'est dommage de ne pas s'adonner à sa passion et de trouver des émotions que tu ne trouveras surtout nulle part ailleurs. Parce que le sport est surtout à l'initiative d'émotions. Toi, tu le vis parfois avec le basket, avec les choses qui ont été gagnées. Nous, on l'a vécu à notre niveau, mais moi... personnellement, j'ai vécu des choses que tu peux le vivre avec tous les sports. Hein. C'est-à-dire que cette intensité dont tu parles, cette émotion dont tu parles, tu la retrouves. Alors, après, ça dépend de l'inclination qu'on a pour tel ou tel sport. Mais moi, je trouve ça incroyable de voir Michael Schifrin gagner un slalom au même titre que je regarde Angleterre-France et que je suis debout sur mon canapé, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est... Il y a de la ferveur populaire, il y a de l'excitation, il y a de l'émotion. Le boulot peut te provoquer ce genre de sensation, mais c'est beaucoup plus restrictif, beaucoup plus court et beaucoup moins partagé. C'est moins partagé, voilà. C'est ce que j'ai été dire, c'est moins partagé. Parce qu'il y a une chose quand même que le rugby a. Alors le foot là aussi, mais différemment. Le rugby, il a sa communauté. Hein. C'est-à-dire que les stades sont pleins, que tu joues, je sais pas moi, le stade Clermontois, un match de barrage ou la France contre l'Angleterre, c'est plein. Les spectateurs et spectatrices changent du début à la fin.
Il y a des banderoles bleu, blanc, rouge de partout. Enfin, il y a quand même un truc très populaire. C'est vrai. Lié au rugby, quoi. C'est vrai, c'est un sport qui attire les foules, c'est un sport majeur qui remplit les stades, au même titre que le football. Il y a moins d'animosité entre les supporters. Il y a vraiment des amoureux du rugby. C'est plus de la convivialité, de défendre un peu son drapeau, son maillot. Mais les gens se retrouvent toujours avec plaisir. On l'a vu quand il y a eu les demi-finales de Top 14 à Nice. Il y a toujours un esprit extrêmement familial, avec des familles, des gamins, des enfants, des supporters un peu plus passionnés, des aficionados, des bandas, qui ont des perruques incroyables, de la fanfare. Effectivement, c'est un sport majeur qui est basé sur la culture de club en France. Donc c'est des petites communautés qui se sont agrandies et qui ont réussi à proposer un spectacle qui est tel qu'aujourd'hui ça attire un peu le commun des mortels et tout le monde prend du plaisir à voir ça. Il y a la troisième mi-temps au rugby quand même. Ça c'est une tradition qui n'existe dans aucun autre sport, quoi. C'est vrai, c'est important. Fallait trouver l'expression quand même, le troisième mi-temps. La troisième mi-temps. Fallait trouver. Mais c'est vrai que c'est en troisième mi-temps que se passe beaucoup de choses. C'est là que se construit l'histoire, c'est là que se rassemblent les joueurs quand on a pris une défaite ou qui fête une victoire. C'est là où on partage un petit peu avec le public et qu'on va un peu plus loin qu'un seul rapport télévisuel ou de tribune, de public dans la tribune. Donc, parce que vous, au club, vous vous êtes beaucoup battu pour avoir un espace de convivialité dans le stade que vous occupez pas tout seul d'ailleurs. Hein. Non, oui, exactement. C'est le terrain Prince Héritier Jean-Jacques a été construit. Effectivement, on a œuvré, nous aussi, dans l'énergie qu'on a mis pour qu'il y ait un stade qui soit total, polyvalent, adapté, avec effectivement un espace réceptif qui était important à nos yeux parce qu'on allait un peu plus loin que le simple appel sportif, dans l'aspect sociétal, dans l'aspect de rassemblement, de partage dont on a parlé, effectivement, et puis aussi dans l'aspect de création de richesse, des partenaires qu'on pouvait convier à venir voir un beau spectacle là-haut. Donc on n'a pas beaucoup de stades à Monaco, ça c'est une réalité, c'est très difficile, tout le monde a conscience de ça. Ça c'est Monaco. Quand on a la chance d'en avoir un, si effectivement on peut faire un outil qui est complet et adapté et qui permet d'être exploité de façon magnifique, ce n'est que mieux. On se bat pour ça, on va y arriver. Marc, moi je te dirais, moi je viens d'abord du football, mais surtout du basket. Et on dit toujours, en tout cas au basket on le dit, quand on signe un contrat autour d'une table, c'est bon signe, quoi. Tu vois ? Oui. Donc ça veut dire, ou quand on prend un engagement autour d'un bon déjeuner, ou d'un bon dîner, ou d'un verre, ou machin, c'est bon signe, quoi. Oui, bien sûr. Et j'ai d'ailleurs passé un très bon moment. Les artistes, où on a l'habitude de se retrouver, effectivement, quand il y a un moment de convivialité, c'est souvent autour d'un repas et d'un petit verre. Et c'est vrai que c'est là qu'on va plus loin et qu'on échange réellement et qu'on rentre un petit peu dans les vifs de sujet. Donc non, nous, c'était important. Et puis même, de toute façon, ça fait partie du cahier des charges de la Fédération française de rugby qui nous impose ce genre de... C'est que même au niveau amateur, ce que tu me dis, Thomas, c'est que même au niveau amateur, puisque là, pour l'instant, comme tu le dis, vous êtes au niveau amateur, même si l'ambition, c'est d'arriver au mieux du niveau amateur, mais vous êtes pas professionnel. Donc même au niveau amateur, il y a un cahier des charges qui est imposé par la fédération. Oui, parce qu'il vous prépare à l'étape d'après, ce qui est tout à fait normal. Alors nous, on est quand même monté 10 fois en 12 ans. On est maintenant, effectivement, passé de 4e série, 3e série, 2e série, première série, promotion honneur Fédéral 3, Fédéral 2. Et là, on est 2e de Fédéral 2, on passe de monter en Fédéral 1. Et effectivement, Fédéral 1, c'est le top de l'amateur ? Le top de l'amateur. Et après, vous rentrez dans les divisions professionnelles, nationales, Pro D2, Top 14. Je ne sais pas si on a une velléité à aller jusqu'à ces niveaux-là. En tout cas, nous, notre objectif, c'était d'aller jusqu'à ce plus haut niveau amateur et après, avec des infrastructures adaptées. Elles le sont, c'est pour ça qu'elles ont été construites il y a 4 ans, et les infrastructures, la surévaluation qui vient d'être faite, va jusqu'au bout du projet architectural. Au bout de la copie, quoi. Exactement, et en fait, la fédération vous impose un cahier des charges qui est simplement nécessaire à votre existence au niveau dessus. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que si vous n'avez pas un lieu d'espace réceptif, vous ne pourrez pas attirer de nouveaux partenaires, créer de la richesse et avoir des ressources suffisantes pour aller à ce niveau-là. Si vous n'avez pas un stade de 400 personnes, vous ne pouvez pas avoir de la billetterie et une ferveur populaire derrière qui aidera votre club. Donc le cahier des charges, si vous y réfléchissez, c'est pas des freins, c'est des choses qui sont bien faites pour que votre club... Bien sûr, hein. Mais ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que la troisième mi-temps, c'est pas que la fête. C'est aussi un moment où on peut construire autre chose, par des projets. La troisième mi-temps chez les jeunes, il n'y a pas de fête. Il y a les crêpes et le cappuccino pour la maman du club. Mais c'est des moments qui sont importants. Voilà, nous, la troisième mi-temps de l'école de rugby, c'est après tous les mercredis après-midi, après l'entraînement. Les gamins ils goûtent ensemble, les parents sont là, partagent un moment. C'est très convivial. Ça fait partie aussi des valeurs de Monaco, cet accueil, cette hospitalité. On va être capitale du sport l'année prochaine. On n'est pas capitale que du sport professionnel, on est aussi capitale du sport amateur. Il s'y passe beaucoup de choses dans ce monde amateur où
sur l'aspect sociétal, nous, on a 400 licenciés aujourd'hui, mais il y a d'autres sports, le handball, le basket, la natation, qui rassemblent les gens. Et effectivement, c'est pas qu'une histoire de gamins qui viennent faire une activité physique. Oui, c'est pas juste le truc de 4 à 6 le mercredi, quoi. Ça, c'est non, sûr. C'est des parents qui viennent échanger, qui voient leurs enfants s'épanouir, qui échangent avec des parents, des papas qui font des barbecues ensemble et qui prennent aussi beaucoup de plaisir. Et voilà, et c'est souvent des parents qui sont à l'initiative aussi de ta vie de club, qui vont abonder dans ton budget, qui vont aider à mettre quelques projets en place, qui vont... C'est ce qu'on appelle le réseau. Hein. Le réseau, qui vont du minibus qui va transporter les enfants jusqu'à la tournée à Carcassonne en fin d'année, qui va amener les enfants à avoir des souvenirs incroyables. Pourquoi là ? Alors vous allez à Carcassonne à la fin de l'année, c'est ça ? Enfin, à la fin de la saison. Oui. Enfin, chaque année, on a l'habitude d'amener nos enfants dans une aventure humaine un peu extraordinaire. Ça, c'est nos principes, c'est nos valeurs, effectivement. Nous, au-delà d'avoir un bel équipement et d'avoir quelques compétitions dans l'année, on veut qu'ils aient un souvenir de leur passage à l'Est Monaco Rugby, créer ces souvenirs, pousser à ces souvenirs avec une aventure collective où ils partent en équipe entre enfants, visiter, ils vont aller à Gruissan, faire des gestes de premier secours et du sauvetage en mer sur la plage. Donc c'est pas que du sport, et les parents à côté mangeront quelques huîtres et des couteaux narbonnés. Donc c'est très bien. Arrête. C'est trop bien, ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'ils connaissent aussi un aspect aussi de richesse culturelle. Oui, de spécificité de territoire, oui. Territoire, l'année dernière, on est allé sur le Pays Basque. Voilà, et puis c'est bien. C'est bien pour Monaco aussi de s'ouvrir, de faire découvrir d'autres choses à sa jeunesse. C'est ta région d'origine, toi ? Oui, alors cette année. Enfin, moi, je suis né toulousain. Donc voilà, mais j'ai grandi à Narbonne, je suis méditerranéen. Ça, c'est une évidence, par contre. Ah ouais ? Même en étant né à Toulouse, t'es méditerranéen, alors ? Oui. La preuve, c'est que j'ai quitté Toulouse alors que je n'y avais que des amis et que je n'avais vécu que des choses extraordinaires. Mais t'es vite venu au bord de la mer, quoi. Le confort de météo, le soleil et la Méditerranée m'ont attiré. Alors, tout à l'heure, tu as mentionné un truc. Tu as dit, bon, moi, ce qui se passait, c'est que j'étais jeune, mais il a fallu faire des choix à un moment donné. Et toi, tu as fait un choix important. Un jour, tu as dit, je veux être médecin. C'est ça ? C'est ça. Parce que ce que j'essaie de comprendre, c'est... Là, on vient de parler rugby, même en 5 minutes, on a vite compris que Thomas Requet, le rugby, c'est en intraveineuse. Donc, c'est un truc qui fait partie de toi. Donc, à quel moment tu as de la place pour avoir une autre vocation ? Je ne sais pas si je le rugby en intraveineuse, mais le rugby est le sport qui m'a passionné et qui m'a permis de mettre des choses extraordinaires en place du fait de mon caractère. Mais ça aurait pu être un autre sport aussi. Mais c'est vrai que le rugby, je trouvais, était un sport total. Et j'y retrouve aussi des valeurs qui étaient communes avec la médecine, l'humain, la capacité à vivre des choses, à vivre des émotions qui étaient vraies. Ta vocation de base, c'est la médecine alors ? Le truc où tu t'es dit, la première fois que tu as dit à tes parents ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit le rugby ou la médecine ? J'ai dit je veux vivre des choses. J'ai dit je vais vivre des choses. Donc c'est pas exactement. Et la médecine vous fait vivre des choses parce que vous êtes ancré dans une certaine réalité. Dans le rugby. Pour toi, la médecine, c'est. Bon, je vois du CHU, mais la médecine d'urgence, médecin urgentiste, médecin pompier. Oui. Un médecin pompier, c'est quand même pas banal. Non, c'est sûr. Après, c'est ma formation qui m'a amené effectivement à passer par un externat à Toulouse, un internat au CHU à Nice. J'ai fait 10 ans au CHU à Nice et après je suis rentré dans l'équipe de Yann-Éric Laessens et Frédéric Brode au CHPG. Et effectivement, j'avais des spécificités, ce que j'ai choisi à l'internat, puisque la médecine d'urgence étant devenue une spécialité il y a 10 ans en arrière. Donc j'ai choisi urgentiste parce que je me retrouvais dans ma personnalité dans cette spécialité-là. Est-ce que tu trouves que, d'ailleurs, c'est une bonne... c'est une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu trouves que c'est légitime que la médecine d'urgence soit devenue une spécialité ? Ou est-ce que n'importe quel médecin peut être urgentiste ? Non, la médecine d'urgence, c'est très spécifique. D'abord, c'est des situations qui sont... C'est les situations, déjà, qui sont très particulières. Il faut être armé avec une certaine personnalité à faire ce genre de choses. Qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs, on y retrouve les mêmes spécificités. Parfois, les femmes sont mieux en marque que nous. Mais oui, c'est du pré-hospitalier, donc c'est des situations extra-hospitalières. C'est des situations en milieu périlleux, c'est des situations d'urgence. Donc c'était bien qu'on soit formé de façon spécifique à ces situations-là.
ce qui est le cas maintenant de tous les gens qui sont aux urgences. Ouais. C'est pour ça que l'urgentiste a pris une dimension dans un service de santé qui se délitait aussi en France, et avec le portail d'entrée de l'hôpital qui était les urgences, et il fallait des médecins aguerris, des médecins avec certaines compétences, et voilà. Et puis c'est une médecine de diversité, c'est pas une médecine de service pour lequel j'ai un immense respect, mais on n'a pas 30 patients avec des dossiers qu'on suit avec... non, on peut en avoir beaucoup plus que 30. Oui, non, mais quand les services avec le chariot et la visite du matin, c'est ça dont je parle, qui sont essentiels à la médecine. Mais l'urgentiste, avec un caractère parfois un peu particulier, se retrouve dans ces situations un petit peu de diversité, de travail de nuit, de jour, de garde, d'émotions fortes. C'est addictif presque. C'est très chargé. Alors tu parles d'émotion, donc là j'imagine qu'il y a cette charge-là, elle existe, cette charge émotionnelle, bon, très bien. Mais au niveau professionnel, aptitude, acuité, etc., c'est très chargé. C'est-à-dire que, admettons, sur 24 heures de garde, sur une échelle de 1 à 10, allant du plus cool au plus dynamique, tu mettrais combien ? Évidemment que toutes les gardes ne sont pas les mêmes, mais... C'est très aléatoire, mais c'est vrai que dans l'énergie et l'application qu'on y met, il faut être tout le temps extrêmement vigilant, parce que la spécificité de notre spécialité, c'est qu'il peut tout se passer à n'importe quel moment. Donc il peut y avoir une catastrophe, il peut y avoir un accident, on a vu beaucoup dernièrement. Il peut y avoir un cas grave qui arrive par chez toi ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a cette image du type qui passe des examens, et on lui trouve, ou de la femme d'ailleurs, et on lui trouve quelque chose. On n'a pas ça dans les urgences, quoi. Mais ça peut arriver aux urgences aussi. Ah oui, bien sûr, on essaye effectivement notre métier aussi. Beaucoup de gens se présentent aux urgences maintenant parce qu'on en a parlé, le service de santé, la médecine du travail, les gens n'ont plus de médecin traitant, médecin de famille qui font un travail formidable avec le peu qu'ils sont. Mais des fois, les gens ont du mal à s'orienter et du coup finissent par arriver aux urgences. Et nous, dans ce flot de patients qui arrivent, il faut effectivement essayer de dépister les choses graves et urgentes et essayer de les orienter au mieux et de les traiter au mieux. Il y a ce préhospitalier qui fait qu'on intervient sur des accidents, des choses qui sont accidentogènes. Donc on n'est plus dans la médecine du tout préventive, on est dans la médecine accidentogène. Et là, il faut effectivement avoir des gestes réflexes qui sont parfois très importants sur le début de la prise en charge. Moi, je fais aussi du milieu périlleux avec Dragon 06 en tant que médecin-pompier. Mais des fois, c'est des situations, c'est pas que des situations médicales, c'est des situations de territoire, géographique, d'engagement, dans des choses qui sont un peu plus compliquées, qui demandent certaines compétences aussi de prise en charge optimale. Je t'écoute et je me dis, alors admettons, tu as un type qui arrive, il a la jambe cassée. C'est toi qui le prends en charge ou tu appelles quelqu'un qui est spécialiste en orthopédie et qui vient le faire ? La prise en charge initiale de la douleur, de la réduction, de la stabilisation, de l'aspect de techniquer le patient. Après, s'il y a une chirurgie, c'est évidemment pas moi qui l'a fait. Et après, on travaille avec toute une équipe médicale, avec différentes spécialités, et sur lesquelles on est obligé de s'appuyer, évidemment. Et c'est le but aussi. Nous, effectivement, on essaie de trier, orienter et de faire la prise en charge initiale. Il y a des choses qu'on arrive à régler, une luxation. Il y a des gens qui repartent des urgences avec une ordonnance où ils vont mieux. Donc il y a des choses que vous traitez quand même. Il y a 90% des patients qui repartent des urgences avec une prise en charge qui a été faite essentiellement par l'urgentiste. Nous, on essaye de ne pas solliciter nos collègues spécialistes quand il n'y a pas de notion d'urgence ou de médecine de spécialité. Il y a beaucoup de choses qu'on sait faire. C'est notre grande force, c'est notre polyvalence. Alors c'est aussi notre grand défaut parce que des fois on veut nous donner des missions qui ne sont pas entre guillemets adaptées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le médecin urgentiste ne peut pas tout faire. Et si aujourd'hui la médecine, le service d'urgence de l'hôpital répond à tous les besoins de la population, c'est qu'il y a une problématique. Donc aujourd'hui effectivement on travaille pour qu'il y ait une coordination avec nos médecins amis et spécialistes, et pour qu'il y ait des bonnes orientations. Après, les médecines spécialités, c'est des critères bien spécifiques, avec des pathologies qui sont un peu plus poussées et qui nécessitent un avis spécialisé. Tout le monde aimerait voir l'ophtalmo. C'est pas possible si vous avez juste quelque chose qui nécessite de voir votre médecin traitant, votre urgentiste, l'urgentiste ou autre chose. Donc, heureusement qu'on arrive à répondre à c'est une sûr. cité de beaucoup de Heureusement patients quand on arrive aux urgences avec mal au ventre, on n'a pas toujours besoin d'appeler quelqu'un dont c'est la spécialité, quoi. On peut aussi être soigné par quelqu'un qui n'est pas spécialiste dans l'estomac, quoi. Exactement.
On peut surtout être soigné par son médecin traitant, orienté par son médecin traitant, Ouais. dans la médecine spécialisée qui passe pas par le service des urgences, qui est une médecine de consultation, qui est une médecine de... Les gens, des fois, nous, on prend tout le monde, mais on essaye d'avoir un peu ce versant éducatif, d'expliquer aux gens que, des fois, leur notion d'urgence à eux, c'est relatif. C'est relatif. C'est mieux s'ils ont été expertisés par un médecin qui les a eux-mêmes orientés ou mis dans une filière et qui seront d'autant mieux traités, parce qu'effectivement, les urgentistes ne peuvent pas tout faire. Oui, c'est pas spécifiquement la grille d'orientation universelle, quoi. Urgence, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça devrait être uniquement quand il n'y a pas d'autre solution au moment. Urgence et gravité, en fait. Qu'est-ce que vous avez d'urgent et de grave? Ou si tu as vraiment besoin de quelque chose à 3h du matin, bon, le médecin traitant, c'est pas toujours possible, quoi. Non, mais il y a des SOS médecins, il y a des... Ah oui, c'est vrai. Il y a de la filière de nuit, il y a des choses qui existent, mais... Ouais. Mais il faut expliquer aux gens, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'il y ait de la médecine du travail, il faut qu'il y ait de la médecine préventive, il faut qu'il y ait des pare-feux, en fait, qui fait que les gens, ils comprennent un système. Et quand ils comprennent le système, ils vont moins son supermarché, entre guillemets, parce qu'ils savent que... Ce que tu me dis, c'est que ce tissu qui entoure... c'est de la médecine hospitalière, puisque les urgences, c'est en hôpital, tout de suite. Hein. Bien sûr. Donc... ce tissu qui devrait entourer la médecine hospitalière, que ce soit de la médecine de ville généraliste ou de la médecine spécialisée en ville aussi, hein, il est en train de trop se réduire, c'est ça? Il se réduit, les besoins sont énormes. Oui, et encore, on est à Monaco. Ou dans le sud de la France, dans la communauté niçoise. Donc on a une démographie médicale qui est démesurée par rapport à d'autres territoires qui sont beaucoup plus isolés, où là la demande elle est tout aussi forte, mais il n'y a pas du tout de solution. Donc voilà, nous c'est des fois une affaire un peu d'organisation, de système, de volonté de chacun, et ça fonctionne. Mais la médecine monégasque se porte bien, on est encore relativement attractif, mais la France a bien réagi, en tout cas sur ces derniers. Tu crois que le Covid, ça a aidé ou pas? Je pense que le Covid a fait reprendre la main. Cette question, elle est un peu bizarre. Quand on dit le Covid a aidé, le Covid ne peut pas avoir aidé. Le Covid, d'abord, ça a paralysé le monde, ça a tué des gens, donc ça n'a pas aidé. Mais est-ce que cette crise-là a débouché sur des remises en question, en tout cas? Oui, en tout cas, côté français, ça a amené quand même à des grandes décisions. Les médecins, en tout cas le corps médical, a repris un peu la main sur les décisions ministérielles et sur l'administration des hôpitaux. Il y a des efforts qui ont été faits, il y a de la formation qui est à nouveau, il y a des numerus clausus qui ont augmenté, il y a des états de prise en charge, la notion de fatigue, la notion de garde, la notion de service continu, la notion de... Voilà, on a vu des soignants qui étaient extrêmement fatigués, qui étaient extrêmement épuisés, et la médecine, elle en pâtissait. Donc, il a fallu changer les choses, et les choses ont bien évolué en France. À Monaco, du coup, de facto, ça a évolué aussi. Mais voilà, nous, on attend aussi une nouvelle structure hospitalière qui va arriver, on va avoir un nouvel outil. Bon. Quand on t'écoute, on se dit... tu le sais, hein, il y a un questionnement populaire répandu sur tous ces médecins qui font des tas d'heures, qui sont fatigués. Est-ce qu'on peut leur faire confiance, tu vois? Bien sûr qu'on peut leur faire confiance, parce qu'il y a un aspect humain dans cette vocation. Et je ne doute pas que tous mes collègues, comme moi, on ait habité quelque chose qui fait qu'on a envie de faire le bien. Donc à partir du moment où on met les moyens qu'il faut pour répondre à la détresse. On parlait du rugby, où il y a des besoins et des aventures humaines qui sont fortes en émotions, mais le côté médical, c'est des émotions qui sont différentes, qui sont beaucoup plus tristes parfois. Le rugby, c'est terrible. Hein. J'ai cette image... alors tu vas me dire... ça veut dire que quand même j'ai quelques années de plus que toi, mais de Jean-Pierre Rive qui joue avec ce sang, il a un bandeau avec le sang qui coule sur le visage. Enfin, quand on est jeune, enfin petit, moi j'étais petite, je regarde ça et je me dis, le rugby c'est dangereux en fait. Le rugby, oui, c'est pas dangereux, mais effectivement, des fois il y a des collisions, mais c'est des choses qui sont presque voulues par les joueurs, qui ont envie parfois de se faire mal. Quand on m'explique que le rugby était beaucoup moins violent avant, il l'était beaucoup plus. Il était moins médiatisé, il était moins surveillé, il n'y avait pas de commission médicale, il n'y avait rien sur les commotions cérébrales. Moi, je voulais en venir aux commotions cérébrales. Les choses ont grandement évolué. Et moi, quand j'étais ramasseur de balles à Narbonne, que je venais du milieu de l'escrime, que j'étais sur un terrain de rugby, je peux vous dire que quand je voyais les anciens jouer, c'était un sport de communauté, complètement fermé, presque intimiste, mais c'était un autre rugby. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Les athlètes aussi, c'est effectivement
effectivement, ça va beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Ouais. Mais ils sont aussi beaucoup plus encadrés, beaucoup plus surveillés, beaucoup plus traités médicalement, pris en charge. Et on fait tout pour éviter la problématique de cohésion et de traumatisme. Ouais. Et en même temps, on est aussi beaucoup mieux pris en charge. Quand on voit les gars du 15 de France contre l'Angleterre, quand on les voit sortir du terrain, on se dit qu'ils ont pris quelques coups quand même. Hein. Mais tous, hein. Même le demi-mêlée, il est amoché, quoi. Vous avez t'as des bleus partout. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Il y a encore quelques rugbymen qui font la première de magazine et qui sont encore avec des nez tout jolis et des visages un peu de poupon. Non, mais même amochés, ils sont jolis, c'est pas ce que je dis. Hein. Oui, non, mais on voit. Ils sont usés. Voilà, on les voit sortir après 2 fois 40 minutes. Ceux qui sont allés au bout, parce qu'il y en a maintenant, il y a les changements au rugby, alors qu'avant, il y avait moins de changements que ça, quand même. Ceux qui ont fait les 80 minutes, on les voit sortir du terrain, c'est quand même un combat. Hein. Oui, c'est un sport total de combat, de lucidité, parce qu'il faut être lucide. Quand tu à la 80e minute, il faut mettre une pénalité de 50 mètres. Et comme pour faire gagner le 15 de France contre l'Angleterre, et comme un golfeur, pouvoir tout d'un coup faire redescendre sa fréquence cardiaque et arriver avec beaucoup de lucidité. C'est l'entraînement, ça. Et c'est... Parce qu'un buteur au rugby, voilà, tu évoques le truc, tu te dis, c'est un peu comme les gars qui font, ou les femmes qui font du biathlon et qui passent d'un effort physique incroyable à un tir couché ou debout avec une carabine. Voilà, il y a un moment donné où physiquement, il faut qu'il se passe quelque chose pour retrouver cette. Parce qu'au basket, ça existe aussi. Hein. Oui. Quand il faut que tu ajustes ton tir, et parfois tu as une fraction de seconde pour le faire, il y a quelque chose quand même. Dans le money time, quand il faut relancer le 3 points, oui, non, c'est pour ça que le rugby est un sport total, comme d'autres sports, mais il y a du combat, il y a de la stratégie, de la lucidité, il y a de la précision, il y a du buteur, il y a des remplacements, il y a un collectif. C'est beau. Après, le parallèle avec la médecine, je parlais, c'est quand même des émotions qui sont positives, d'application d'énergie, de précision, avec effectivement avec victoire des recettes gagnée. Qui marchent. Oui, avec des recettes qui marchent. La médecine, c'est plus des émotions parfois de détresse, d'émotions beaucoup moins jolies. C'est pour ça que aussi il y a beaucoup de médecins qui sont dans le milieu du rugby, parce que ça sort un petit peu du quotidien. Il y a beaucoup de médecins dans le milieu du rugby. Oui, beaucoup de médecins dans le milieu du rugby. C'est un sport après anglais, aristocrate aussi, mais il y a un sport de gentleman, on dit. Hein. Un sport de gentleman, exactement. Ouais. On dit le rugby est un sport de gentleman. C'est vrai. Pourtant, quand on voit ce qu'on se met sur un terrain, on dit c'est total quand même. Hein. C'est total, mais il y a toujours ces petites cérémonies d'avant, d'après-match. Il y a beaucoup de respect, oui, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de respect. Ouais. Il y a les gens, les capes, les costumes, le nœud papillon à la fin du match. Eden Park, c'est toujours romancé de façon assez jolie et élégante, même si c'est un sport parfois. Il y a la haie d'honneur de l'équipe qui gagne pour l'équipe qui perd. Bien sûr. Ça aussi, c'est incroyable. La princesse de Galles qui vient présenter les joueurs, il y a toujours. Bon, en ce moment, elle aurait du mal, mais ouais, elle va venir. Bien sûr. Elle va venir. On se dit quand même. Alors, moi, je reviens à ça parce que tu m'as pas tout à fait répondu. Est-ce que la médecine, pour toi, il y a eu un moment, quand tu grandis, où ça devient une évidence ou pas? Ou est-ce que tu y es venu par un chemin? Je suis venu par un chemin plus que par une vocation totale, mais le chemin m'a plu, l'aventure m'a plu, l'apprentissage, la théorie, qui est complètement différent de la pratique sur le terrain, le rapport avec les gens, les caractères que vous rencontrez, être empathique, trouver des solutions pour être en connexion avec toutes les couches de la population et toutes les couches sociales aussi, se retrouver dans des situations en préhospitalier qui sont une immense détresse, et soigner des gens sur un yacht dans le port de Monaco, et en même temps vous êtes au fin fond d'un village de leur RPI où c'est beau. Le chemin me plaît encore d'ailleurs, c'est cette diversité, cette force des émotions provoquées par des situations qui sont jamais les mêmes. Jamais les mêmes, ouais. Jamais. Est-ce que, alors tu viens de dire ça me plaît toujours, donc ma question elle tombe même pas à plat, mais je me disais, est-ce qu'il y a des moments où on se dit j'en peux plus, quoi? Est-ce qu'il y a des moments où on a un peu, pas de découragement, mais parce que toute cette pression, toute cette adrénaline constante, tout cette... voilà, il y a bien un moment où on est un peu fatigué, non? Jamais? C'est là que je vais voir un match de rugby et ça me relance. Voilà, c'est ça. Non, oui, l'épuisement, il
il est palpable évidemment parce que ça fatigue jour-nuit, on a une vie familiale aussi c'est à mental côté. aussi, hein, quand même. Hein. C'est extrêmement, on l'a dit, application, énergie, et pour en avoir en permanence, c'est extrêmement compliqué. L'hôpital vous use aussi, les services vous usent, la souffrance vous use, la détresse des gens vous use, et qui peut se rajouter aussi des fois à des souffrances qui sont personnelles. Donc c'est pas un métier qui est marrant, et ça c'est sûr. C'est pas un métier marrant. C'est ça que tu me dis. C'est pas un métier marrant. C'est pas un métier marrant dans l'émotion pure. Elle est pas rigolote. Il faut effectivement. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de métiers marrants quand même. Hein. C'est pas rigoler au boulot. C'est pas marrant, c'est le mauvais mot. C'est pas un métier léger, quoi. C'est un métier lourd. Ouais, un métier de concentration. C'est un métier de souffrance, de détresse. Il y a une grosse responsabilité quand même, Thomas. Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai un truc avec la responsabilité. Je ne sais pas pourquoi. Et tu as dit une chose qui me parle vraiment beaucoup. Tu as dit la souffrance des autres vous use. Parce que voir des gens qui sont pas bien tout le temps, je sais pas, si tu me dis que tu es empathique, ça doit à la fin de la journée ou à la fin de la garde, on doit se dire heureusement que ça s'arrête à un moment, quoi. Non ? La problématique, c'est que ça ne s'arrête jamais. Ah oui, c'est ça. Ça ne s'arrête jamais. Donc on n'a jamais la satisfaction d'un dossier bien rempli, d'un cas clinique qu'on a bien traité, de voir quelqu'un effectivement qui est guéri. On a cette satisfaction-là, mais on n'a pas la satisfaction d'avoir, ça y est, la journée est terminée. Mais non, et ça revient comme un éternel recommencement, avec de nouvelles souffrances, de nouvelles personnes. Et effectivement, l'humain est une éponge. Donc nous, on absorbe un peu cette empathie, cette volonté qu'on a d'être en lien avec nos patients pour essayer de comprendre, de rentrer dans leur histoire, d'avoir des informations qui vont vous aider sur le plan médical aussi. En fait, vous absorbez certaines émotions qui peuvent à la longue, effectivement, vous épuiser. Et encore une fois, c'est pas une personnalité féminine ou masculine, mais tous, on est armés avec des personnalités différentes, des moments de vie différents, une histoire différente qui fait que on absorbe plus ou moins ça. Mais il y a des fois, effectivement, j'ai certains confrères qui ont besoin des fois de souffler réellement. De souffler, ouais. Tu disais, on a la famille aussi. J'imagine que la famille, c'est à la base un soutien. Mais ça peut devenir aussi... il y a des responsabilités, il y a des questions, il y a des enfants qui grandissent, il y a des choses auxquelles il faut faire face. Donc on rajoute une pierre, quoi. Oui, comme tout le monde, hein, j'ai la vie de monsieur tout le monde. Mais j'ai 3 enfants, moi. 3 C'est qu'en plus, tu fais pas les choses à la moitié, quoi. Oui. Comme beaucoup, mais c'est vrai que comme cette interview, quand on pose le casque, on a envie que la famille, ça soit un petit peu protégé de nos activités de hobby ou professionnelles. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une aventure aussi familiale qui soit extérieure à tout ça et qui soit une espèce de petite bulle. Donc moi, j'ai une femme qui est exceptionnelle et qui permet ça. Et on aime bien déconnecter et se retrouver en famille pour avoir des émotions qui nous sont propres. Elle n'est pas dans le monde de la médecine, alors ? Absolument pas. Ah, il y a quand même un moment où ça s'arrête, tu vois ? Oui, bien sûr. C'est assez plaisant d'ailleurs, parce que c'est vrai que la communauté médicale, on a souvent... Oui, on dit souvent que les toubibs se parlent médecine tout le temps. C'est vrai ? Un petit peu. Les médecins ensemble, entre nous, on aime bien... Ouais. C'est normal aussi, il y a un état d'esprit, il y a un second degré, vous êtes obligé de toute façon, dans ce monde un peu de détresse, d'avoir cette légèreté d'équipe, mais effectivement, ça parle beaucoup de médical. Enfin, on essaye le moins possible, mais en tout cas, dans la famille, je m'interdis, comme mes parents s'interdisaient de parler médecine. Mon père était pédiatre. Ah, c'est ça que j'allais dire. Tu viens d'une famille de médecins ? Je viens d'une famille de médecins. Mais mes frères et sœurs ne sont pas du tout dans le milieu médical et mes parents n'étaient pas favorables à ce que je fasse médecine. Mais ça s'est fait naturellement. Comme tu dis, le chemin s'est fait petit à petit. Ma mère était anapathe et mon père était pédiatre. Ah oui, quand même. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a un sur combien ? C'est-à-dire, tu as combien de frères et sœurs ? J'ai deux frères et une sœur. Donc 1 sur 4 qui est resté dans le milieu médical. Tout à fait. Et ils voulaient pas, tes parents ? Pourquoi ils voulaient pas ? Enfin, tu dis, c'était pas spécialement favorable. Non, parce que je pense que c'était un métier de souffrance, de grand engagement, et que... C'est un métier total. Ça, tout à l'heure, tu disais, c'est pas un métier marrant. Moi, je dirais, c'est un métier total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de moments où on n'est pas médecin. Quand on est médecin, on est tout le temps médecin, en fait. C'est ça ? Oui, bien sûr. On est sollicité, les gens connaissent aussi votre statut, donc forcément, ils vont abonder dans le sens de votre profession. Mais oui, c'est un métier... Et puis on a tous en tête le type qui dit, est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion ? Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle ? Est-ce qu'il... Voilà, appeler un médecin, tu peux passer dans la rue et... Bien sûr. Voilà. Moi, j'aimerais que tu nous parles du serment d'Hippocrate. Tu prêtes vraiment serment ? Oui, on prête serment, on passe une thèse, on prête serment...
Et on lit le serment d'Hippocrate, et effectivement, on s'engage à avoir quelques valeurs qui se rapprochent finalement du monde sportif et qui fait qu'on s'engage totalement dans un processus. Quand on prête ce serment-là, parce que on est nombreux dans nos professions, et toi tu as dit que tu étais aussi médecin-pompier, donc là il y a aussi un engagement. Quand on prête ce serment-là, est-ce qu'on a la sensation d'avoir franchi un cap ? C'est-à-dire moi, le jour où j'ai prêté serment, tu vois, parce que j'ai prêté serment de servir Monaco, etc. Je suis sortie de cette audience au tribunal où j'ai prêté serment. Je me suis dit, je suis plus la même qu'en rentrant, quoi. Oui, parce tu vois, il y avait un truc qui s'était passé, quoi. Oui, il y a ce côté solennel, il y a ce côté un petit peu cérémonial qui vous fait arriver à un nouvel état. Donc c'était. Toi, ça arrive important. À la fin. Le serment d'Hippocrate, c'est à la fin des études. C'est lorsque vous passez votre thèse devant devant les éminents professeurs qui adoubent un petit peu votre passage dans votre diplôme de médecin réel. Donc après, vous êtes lâché dans la nature, mais vous êtes engagé à une certaine forme de valeur et effectivement, ça va vous rester parce que ça vous a marqué. Ouais. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le sport, quand des fois on cristallise des moments, des instants où on veut que les joueurs ils soient à l'écoute, on veut qu'ils soient sensibles à une certaine réalité, à un certain engagement, à un certain... Qu'ils aient le souvenir. Qu'ils aient le souvenir de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ces temps forts, il y a ces moments où effectivement on romance un peu plus les choses et on met des choses en place pour que les gens comprennent que c'est un moment important. C'est un moment important. Et effectivement, quand vous dites le serment d'Hippocrate lors de votre thèse, c'est un moment important. Et vous vous en souvenez. Et vous le rappelez un peu tous les jours. De toute façon, la réalité de la médecine vous le rappelle suffisamment. C'est ça. Alors, tu disais devant tout ce collège de professeurs, et c'est vrai qu'on a l'image dans le monde médical de ces sommités, de ces gens qui sont au-dessus. Est-ce que ces gens-là restent des médecins quand même ? Ou est-ce que quand on devient professeur et qu'on est là juste pour... Pas juste, mais quand on juge les autres et la valeur des autres, est-ce qu'on reste médecin quand même ? Oui, on reste médecin parce que la médecine est quand même basée beaucoup sur le compagnonnage. C'est-à-dire qu'il y a, cet apprentissage théorique dont on a parlé lors de la faculté. Vous suivez un processus d'apprentissage de salle de classe. Oui, là, il y a des cursus. Il y a la réalité du terrain avec du compagnonnage, avec des rencontres, avec des médecins plus expérimentés qui vous transmettent les choses qu'ils ont vécues, les situations auxquelles ils ont été confrontés. Donc, c'est des gens d'une grande expérience et ils sont souvent très humains. Donc, ils vous transmettent des choses, ils vous font grandir aussi dans votre approche de la médecine réelle. Ouais. Donc, est-ce qu'il y en a un dont tu te souviens particulièrement ? Quand tu dis des rencontres, je suis sûre que tu penses à des gens là. Est-ce qu'il y en a un ou deux ou une, je sais pas, dont tu te souviens particulièrement ? Parce qu'on a tous ce moment dans notre début de carrière ou dans notre évolution, dans notre chemin, où il y a des gens qui nous... c'est comme un pivot, il y a un truc qui s'est passé au moment où on les a rencontrés. J'ai pas de personnalité qui me viennent comme ça spontanément, mais c'est plus des petites anecdotes, des petites situations où vous retrouvez jeunes médecins, parfois en difficulté, et là vous êtes content d'avoir des petits moments, des petits instants où c'est pas forcément des gens avec qui vous entendiez extrêmement bien ou qui étaient votre ami, mais qui sont venus un petit peu vous sortir d'une situation, vous aider, ou vous faire acquérir cette expérience, et tous ces petits conseils, et tous ces petits moments de vie, toutes ces différentes situations dans lesquelles on a été confrontés. On a rencontré des médecins de tous bords, des plus grands scientifiques avec des médecins de terrain, parce qu'on se rend compte que finalement il y a pas beaucoup de médecins qui sauvent plus de gens que les autres. Donc il y a une réalité de terrain, il y a des gens qui sont très bons dans certaines situations, il y a des gens qui sont très bons dans les amphithéâtres, et au final on prend un petit peu les morceaux choisis de tout ça et on essaye de se faire sa propre expérience. Il y a une notion aussi de formation continue. La médecine évolue, il faut essayer de se remettre en question systématiquement. Il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles manières de faire. Et ça aussi, ça se rapproche un peu du rugby, puisque le rugby a des règles qui évoluent, il y a des choses qui évoluent en permanence, et vous êtes obligé de vous remettre en question en permanence pour bien faire les choses. Alors, on parle beaucoup de médecine, là, mais tout en t'écoutant, je me dis, ce gars-là, il est quand même président du club de rugby, sur un territoire où le rugby n'était pas vraiment très implanté. Donc, déjà, la première question, comment tu te dis, mon projet, c'est de développer le rugby ici ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on arrive à trouver le temps, quoi ?
Parce que tout ça, on parle d'engagement personnel. Tu me parles même de la famille, etc. Et je me dis, mais Thomas Riquet, il a des journées de 55 heures, c'est pas possible. Oui, après, je regarde pas trop de séries à la télé, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est une passion. Après, on est quand même des privilégiés. Moi, j'étais pas dans la difficulté. Ça m'intéressait aussi de donner du sens, du sens. Le milieu associatif permet d'en donner beaucoup. C'est très humain, ça touche tous les couches sociales. C'est l'activité physique, c'est sain. Moi, j'étais à Monaco. Ma femme est d'ici, mes enfants sont d'ici. Voilà, je trouvais qu'un club de rugby, ça manquait à la principauté. J'avais la chance d'avoir joué pour l'équipe nationale, puisqu'à la base, les critères d'éligibilité n'étaient pas les mêmes. Donc, il y avait une équipe nationale, il y avait aussi un palais princier qui était bienveillant, favorable. Il y avait une princesse sud-africaine qui aime le rugby, dont la nation est championne du monde. Donc, il y avait tout un tas d'arguments en faveur du fait que c'était possible de créer un club de rugby ici. Puis je pense que c'est très intéressant d'avoir un club de rugby dans le paysage, parce que ça touche une communauté, on l'a bien vu, puisqu'on a 400 licenciés, donc il y a une vraie communauté, et qu'en plus, on peut toucher sur certains moments, certains instants, le reste de la population qui prend beaucoup de plaisir à venir vivre. On l'a vu avec les Water Games, on l'a vu avec l'équipe de France qui est venue. Encore une fois, nous, on n'aspire pas à faire que tous les monégasques jouent au rugby, mais déjà ceux qui c'est le sport passion, qui puissent venir s'épanouir, et puis les gens qui sont sensibles malgré tout à notre sport, que une ou deux fois dans l'année, ils puissent venir prendre du plaisir. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, de décloisonner un peu notre sport, parce que tout le monde va prendre beaucoup de plaisir, mais comme je prends du plaisir à aller voir un match de hand, de basket ou de football, même si c'est pas mon sport. Et par où tu prends le problème quand tu dis je monte un club? Tu commences par quoi quand tu décides de monter un club qui n'existe pas? Parce que, tu sais, on est dans un territoire, enfin à Monaco, on est sur un territoire où il y a beaucoup de clubs. C'est-à-dire que l'AS Monaco, c'est 85 sections quand même. 85 sections, ça veut dire il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Donc en fait, les gens qui se consacrent ou qui donnent de leur temps ou qui ont envie d'être disponibles ou de faire quelque chose, ils arrivent dans des structures qui existent. Des structures, des organisations, des communautés qui sont déjà, comme tu dis, fédérées, installées. Comment on commence ? Ça commence toujours par la même chose, par l'humain. C'est-à-dire qu'il y a une aventure humaine qui se crée. Il y a quelques copains effectivement qui commencent, un coach, quelqu'un qui fédère, qui rassemble, de l'adversité, l'envie de pas être ridicule, de refuser la défaite. Et puis finalement vous commencez à gagner. Quand vous commencez à gagner, vous construisez une histoire. Tu jouais au début, toi ? Oui, moi j'ai joué encore il y a 3 ans en arrière avec les espoirs du club, parce que ça me tenait à cœur, parce que ça fait partie de la notion de partage et de transmission, mais parce qu'on est compétiteurs, parce qu'on est tous des grands. Je ne vais pas t'interroger sur les séries à la mode en ce moment, c'est sûr, c'est pas possible. Je vais pas te demander quelle est la dernière série. Ma femme me tient au courant, mais oui, il y a cette notion de compétition. C'est sûr qu'on est tous un peu compétiteurs. Quand vous êtes compétiteur, vous avez envie d'avancer. Et après, on a réfléchi, on a dit, au-delà de la bande des copains, on a commencé à être un peu plus nombreux, il a fallu structurer les choses, gagner des batailles politiques qui n'étaient pas faciles, et saisir quelques opportunités. C'est ça, parce que tu dis le palais était bienveillant, la princesse est rugbyphile, ça c'est sûr. Mais après, il faut gagner des batailles politiques, quoi, parce que j'imagine que quand même, installer un nouveau club dans le paysage, ça se fait pas comme ça, un claquement de doigts. Hein. Oui, alors il y avait un club quand même qui vivotait, qui existait depuis des années. L'AS Monaco Rugby n'a pas été créée par Thomas Riquet. Elle a été ravivée, entre guillemets, par une équipe qui avait de l'énergie. Et d'ailleurs, il va falloir que ce club continue, malgré le fait que cette énergie... Cédric qui était déjà sur le chemin. Il y avait Cédric qui était là, il y avait Gilles Pouget à l'époque, il y avait Mathieu Loup, Aldo Belmont qui ont repris le club, qui ont fait presque le boulot le plus dur, parce qu'ils ont rallumé un petit peu cette flamme, réussi à avoir quelques créneaux à droite à gauche. Nous, on a réussi, entre guillemets, à saisir l'opportunité d'avoir une place sur ce terrain Prince Héréditaire Jacques qui a été construit. Mais on a joué à Blozasque, on a joué à Menton, on a joué à Cannes. On a vraiment eu une histoire qui était très compliquée. C'est pour ça que tu voulais jouer, il fallait faire 50 bornes. Quoi. Ah oui, on allait jouer à Cannes. Mais c'est pour ça, je sais même pas comment on a pu faire, ça tient du miracle. Mais les batailles ont été remportées, on est monté sportivement, on a prouvé aussi que c'était pas ridicule. Et puis la bataille, les performances sportives ont fait qu'on a été un peu plus reçus, un peu plus regardés. Et puis les choses se sont faites, un peu plus soutenues. Les enfants, l'école de rugby, la formation.
C'était une belle histoire, c'est une construction, c'est une aventure humaine extraordinaire, avec plein de personnalités différentes, plein de gens qui ont œuvré, monégasques, pas monégasques, adoptés monégasques, 15, de tous 7. Les horizons, ouais. C'est un peu la question que je voulais te poser, c'est, il y a une diaspora du rugby ? Oui, il y a une diaspora du rugby, c'est évident. Il y a beaucoup de gens, vous retrouvez une caricature de l'échantillonnage du rugby monégasque. Il va y avoir un Catalan, un Basquin, un Narbonnais, un Toulousain. Les gars du Sud-Ouest, déjà. Il y a toujours les gars du Sud-Ouest qui vont se retrouver, entre guillemets, dans cette... À un moment donné ou à un autre, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver. Et après, il y a effectivement des forces locales qui aussi... Il y a des Anglais aussi. Il y a des Anglais, je veux dire, des Italiens, mais il y a effectivement la communauté britannique aussi qui est favorable à éduquer leurs enfants dans ce process-là, qui aide aussi un peu à l'idée qu'ils ont du club. Donc tout ça a fait que ça a pris. Et puis après, il y a eu des monégasques, des filles. Les monégasques sont venus. Les monégasques enfants sont lâchés dans la formation, ont atteint le haut niveau. Ils se sont dit c'est possible. Et puis finalement, les valeurs de Monaco se retrouvent aussi un peu dans les valeurs de notre sport. Donc voilà, cet ADN de la gagne, c'est commun à tous les sports monégasques, l'envie de performer, l'envie de construire. Et puis voilà, nous on y a amené un peu plus la convivialité, le partage, mais je vois aussi que sur les autres entités maintenant, que ce soit le football et le basket, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec ça, cette convivialité, cette capacité. Oui, il y a des sports qui sont plus ou moins conviviaux. Attention, hein. Moi, je viens du basket, hein. J'ai fait du basket. La première fois que j'ai touché un ballon, je devais avoir 5 ans, donc tu vois, c'est pas... Mais plus ou moins conviviaux dans le sens où on a plus ou moins de temps, où on partage plus ou moins, parce que aussi c'est inhérent aux structures des clubs, et que quand on se déplace à 4 équipes de basket pour jouer 4 matchs de rang, on n'a pas le temps de rigoler, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est ça que vous avez réussi, c'est qu'il y a toujours le temps. Vous avez toujours le temps. On essaye d'être des accélérateurs un peu d'émotion, mais tout le monde est pressé, effectivement, tout le monde est un peu consommateur. Donc nous, l'idée, c'est quand même d'arriver à cristalliser un petit peu les instants et que les gens puissent vivre quelque chose. Et pour vivre quelque chose, il faut déjà effectivement avoir un peu de temps, d'accord ? Et puis après, il faut que les choses soient suffisamment confortables pour que se crée cette envie, cette fibre de convivialité. Et nous... je dis pas qu'on sait faire, mais on essaye de créer, romancer ces moments pour que les gens lient ce cocon de partage, cette atmosphère particulière rugby qui fait plus sud-ouest, dans l'imaginaire collectif, je suis sûre que c'est le partage, la convivialité, la rigolade, les moments sympas. Enfin, je pense que pour tout le monde, hein, l'équation rugby plus sud-ouest. Oui. Mais les moments sympas, mais il y a eu des moments... Moi, là, cette année, on gagne beaucoup, et j'ai presque envie de dire que c'est moins intéressant, mais c'est... Moi, j'adore les saisons où c'est difficile aussi, où on voit la personnalité des gens, la bataille, c'est compliqué. L'année dernière, on était dans une phase de maintien, le club vacille, le club fragile, et le club en sort plus fort parce qu'il faut trouver des solutions. La communauté, voilà, il faut s'adapter en permanence, trouver des solutions... créer, et surtout quand c'est pas un territoire aujourd'hui qui vous rassure, donc qui vous rassure rugbystiquement. Donc vous n'avez pas un rugbyman à tous les coins de rue ou des passionnés qui vont venir vous aider, donc il faut construire, se réinventer, et c'est très intéressant. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Effectivement, on est plus fort que jamais, mais c'est bien, c'est beau. La communauté rugby à Monaco, elle est plurielle, hein, parce qu'il y a du 7, il y a du 15. Oui. Est-ce que tout ça, dans un territoire aussi petit, avec une communauté aussi, comme tu viens de le dire, ça se joue à 1 ou 2 joueurs près, hein, est-ce que tout ça, ça peut cohabiter correctement ? Ça cohabite parce qu'en fait, il y a une fédération, il y a 2 clubs. Un club de 15, un club de 7. Et le club de 15 est le club à proprement parler, avec toute la formation qui est faite autour, les arbitres, les filles, les enfants. Ça, c'est le club que tu diriges. Ça, c'est le club à 15. Et après, il y a le club à 7, qui est aujourd'hui... le Monaco Rugby 7, qui a la chance de jouer sur Canal+, qui pose pas de problème de terrain, de territoire, puisque ils font des tournois à l'extérieur, et qui vont jouer, si on a la chance, la finale à la Défense Arena. J'ai la chance d'en être le directeur médical, donc j'ai suivi. Et c'est ce qui nous a aidé aussi à ne plus avoir de complexe au niveau rugby, c'est qu'on a vu qu'on a pu toucher ce monde professionnel, aller jouer des grosses écuries de top 14, Clermont, Stade Toulousain, le Racing, et même être champion de France ce jour de fête nationale. C'était incroyable, ça. Hein. Donc, tout le monde relativise les choses parce que c'était que du 7, c'était pas les meilleurs joueurs de top 14, mais bon, je relative pas du tout, c'était très dur de gagner. La preuve, c'est que cette année, on n'a pas réussi à le faire.
c'était très dur de gagner contre ces équipes-là, qui sont quand même des équipes historiques, avec des staffs, avec des infrastructures, des encadrements qui sont monstrueux, des équipes, même si c'était pas les meilleurs joueurs, c'est des joueurs formés dans les centres de formation, professionnels. Donc, aller gagner ce truc-là, ça donnait une très très belle image de Monaco, avec le maillot rouge frappé du damier, aller gagner à Paris contre ces clubs-là, c'était fantastique, et je pense que ça a donné de la crédibilité à tout le rugby monégasque. Donc, c'était important pour nous. Le rugby à 7 et sport olympique va être aux Jeux Olympiques. Antoine Dupont même s'y frotte, donc mais c'est ça. c'est intéressant. Est-ce que ça te semble... Enfin oui, effectivement, je suis d'accord. Enfin, je t'écoutais, je suis d'accord. Mais là, je rebondis sur Dupont parce que je me dis, le meilleur joueur du monde de 15 qui passe au 7. Alors, c'est pas définitif, hein, mais est-ce que c'est surprenant déjà ? C'est pas surprenant parce que c'est une seule et même fédération. Le rugby à 7 et le rugby à 15 ne sont pas du tout deux sports opposés. C'est des sports qui sont complémentaires, souvent avec des calendriers et des formats qui sont différents. C'est tout à fait le même sport quand même. C'est sur le même terrain avec les mêmes règles, à part quelques choses près. Quelques variantes, ouais. Quelques variantes. Mais effectivement, c'est un sport qui est pas cloisonné, mais qui est un peu moins populaire. Parce que si vous faites 200 kilos, que vous êtes pilier, vous pouvez pas forcément jouer au rugby à 7. Donc c'est des sports beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus spectaculaires, beaucoup moins engagés dans les collisions. Donc c'est un sport beaucoup plus aéré et compréhensif de tous. C'est un sport qui est beaucoup plus mondial puisque vous pouvez être le Kenya et avoir 7 joueurs et créer une équipe de 7 et être performant. Ce qui est beaucoup moins facile dans le 15, puisqu'on voit que c'est toujours un peu les 10-15 premières équipes. L'Afrique du Sud, 4 fois champion du monde, la Nouvelle-Zélande, 4 fois champion du monde. Et le 6 Nations, c'est toujours l'Angleterre, la France, l'Irlande, et les mêmes équipes. Ce qui est magnifique aussi. Bon, la France fait deuxième cette année, c'est bien. Après avoir eu une déception énorme en Coupe du Monde, voilà, oui. C'est déjà quelque chose. Et je me disais, alors peut-être que ma question est complètement incongrue, hein, et le 13, alors, il a disparu du monde ? Le 13, pour le coup, c'est pas la même fédération, c'est un autre sport. C'est un autre sport. C'est un autre sport, et en l'occurrence, ça a pas disparu, mais c'est vrai que le 15 a grignoté un petit peu toutes ses parts de marché, de médias. Voilà, seuls les Dragons catalans existent et ils jouent même pas dans le championnat français, ils jouent dans le championnat anglais pour pouvoir exister. Donc il y a... C'est un championnat anglais de 13 encore. Oui, parce qu'en Angleterre, le 13 est quand même assez populaire et du coup, notre meilleure équipe française joue dans le championnat anglais pour performer. D'ailleurs, ils sont... Et les gars, ils passent leur vie dans les avions. Ah oui, ils vont systématiquement jouer en Angleterre. Donc tous les week-ends, ils sont en Angleterre. Tout à part là, quand ils reçoivent, quoi. Oui, par contre, ils reçoivent, ils drainent un peu toute la communauté de 13, qui est quand même un peu cloisonnée dans le sud de la France, entre Toulouse et Perpignan. Ouais. Ça, pour le coup, c'est... Ça, c'est un sport, tu me dis, c'est un autre sport. Ça veut dire que le 13 ne sera pas... ne va pas évoluer comme le 15 ou le 7 à niveau mondial de la même manière, quoi. J'ai beaucoup de respect pour le 13, mais effectivement, aujourd'hui, c'est une réalité, quoi. Le 15... Le 15 a tout phagocyté, quoi. Le 15 a un peu phagocyté les choses, ouais. Ouais, puis, mais il y a quelques règles qui sont différentes, mais qui font quand même un peu la différence de ce sport-là. Après, là, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout baigné dans ce milieu-là de 13, donc c'était pas mon sport, en fait. C'était autre chose, mais c'est beau à regarder, et le 15 s'inspire beaucoup du 13, et il y a quand même beaucoup de connexions entre les deux. Sur les phases de jeu, il y a beaucoup de choses que le 15 a piqué au 13 et qui font maintenant l'aspect spectaculaire du 15. Le déploiement de la ligne, comme ça, c'est très 13. Les combinaisons, les passages à vide, les combines dans le dos, le jeu au pied, tout, il y a beaucoup de choses. Le jeu au pied, c'est typique du 13 quand même. Si je te demandais de me dire qui pour toi aujourd'hui est le joueur de rugby au monde que tu trouves le plus incroyable. Je sais qu'il peut y en avoir plusieurs parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, les demi-mêlées, ils font pas le même job sur le terrain qu'un ailier ou un trois quarts. Enfin, donc c'est difficile de les comparer entre eux. Je sais plus quel journal il y a quelques années nous a demandé un peu de faire notre 15 historique, et on avait et du coup on avait mis un joueur par poste, ce qui était c'était assez fou. Donc oui, il y a des joueurs qui ont forcément marqué l'histoire, un Johnny Wilkinson, un Antoine Dupont. Après, il y a des générations que j'ai pas connues. C'est souvent les demi-mêlées quand même. Hein. Oui, c'est souvent les demi-mêlées, mais un Philippe Sella qui jouait 3 quarts centre m'a fait aimer le rugby. C'est des moments de vie devant ma télé, une cassette vidéo, revoir Blanco, un peu les essais de Philippe Sella. Blanco, j'étais déjà un peu plus... J'étais trop jeune. Mais Philippe Sella et la fin de Sergio Blanco, et Jean-Pierre Rive, tout ça, j'ai pas connu, mais ces grands joueurs, même Dimitri Ashvili,
Ces grands joueurs nous ont fait aimer ce sport. Effectivement, des fois, c'est la charnière parce que c'est les joueurs chefs d'orchestre. C'est ça, c'est la charnière parce que c'est un peu comme dans le foot, le 10, quoi. C'est Zidane, quoi. Oui, bien sûr. Je dirais, Dupont, c'est Zidane. Alors, on parle pas de valeur, là. On parle d'impact sur le jeu de l'équipe. Oui, c'est un peu ça, ou pas? Oui, c'est ça. Le 9, c'est le 10, quoi. 9 et le 10, c'est le roi et la reine aux échecs. C'est la reine qui, effectivement, va donner un petit peu le diapason, qui trouve les solutions, débloquer des situations. Et du coup, les autres sont un peu plus des pions, qui ont des missions spécifiques. Donc voilà, mais après, il y a plein de joueurs qui m'ont marqué. Tim Moran, Gavin Hastings, il y a plein de joueurs qui c'est marrant parce que tu ne me parles pas du tout de Jonah Lomu. Alors que moi, j'allais te moi c'est un joueur qui a fait entrer une espèce de vitesse, de combinaison vitesse-force. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était l'incarnation de la force et de la vitesse combinée, quoi. C'était un athlète de très haut niveau. C'était une personne physiquement hors norme qui a fait basculer le rugby vraiment dans un sport. Qui d'ailleurs l'a payé, parce que quand on dit toujours un Goliath, il a toujours une faiblesse, quoi. Bien sûr, mais tout comme Sébastien Chabal, après, ça caricature un peu parfois notre sport et ça me dérange un peu. Où on a des personnalités extrêmement physiquement fortes, costauds, qui vont très vite, qui font très mal. Ouais. Alors que c'est finalement, les passionnés de rugby, c'est pas forcément ce genre de joueurs qui vont apprécier le plus. Ouais. Mais les gens qui connaissent pas le rugby voient ce genre de joueurs dans le rugby, ils se disent c'est incroyable. Nous, moi, c'est des joueurs, Antoine Dupont, effectivement, c'est Antoine Dupont qui doit faire la moitié en hauteur de Jonah Lomu, par exemple. Bien sûr, mais qui a une force d'explosivité, de lucidité, de choix, de vision du rugby, comme on dit, c'est qu'un garçon qui pue le rugby. Donc ça nous plaît parce que ça nous parle et tout le monde reconnaît qu'il est hors norme. Ouais. Et la preuve à 7, à 15. Oui, tout ce qui touche, ça marche, quoi. Avec beaucoup d'humilité, une personnalité que le rugby adore parce que c'est pas une star, ouais. C'est pas une star. Non. C'est l'anti-star. C'est l'anti-star et ce qu'il fait sur le terrain, c'est du domaine de... Voilà, tu parlais de Wilkinson tout à l'heure. Même Wilkinson, c'était pas vraiment une star, quoi. C'est à la fin de sa carrière parce que blond, à Toulon. Mais au départ, Wilkinson, c'est pas franchement une star. C'est un joueur de 15 exceptionnel, quoi. Oui, c'est un joueur déterminé, passionné de son sport, mais qui veut marquer les choses et qui devient star finalement presque contre lui-même. Ouais. Donc presque pas, c'était pas son ambition. Quelqu'un de très discret, on l'a vu, il est venu en conférence il y a un mois. Il est venu en conférence, c'est quelqu'un qui transmet quelque chose et surtout qui fait mieux jouer les autres. Et si on s'accorde tout ça, en fait les grands joueurs, c'est ceux qui font mieux jouer les autres. Et on voit bien que quand Dupont manque, il manque à tout un collectif. Donc c'est pas lui qui marque tous les essais ou qui marque tous les tirs au but. C'est quelqu'un qui fait mieux jouer son équipe, tout son collectif, et ça, c'est l'apanage des grands champions. La déshérence un peu, enfin en tout cas, la difficulté du 15 de France cette année aux 6 Nations, c'est aussi l'absence de Dupont. Oui, un petit peu, ça serait mentir que de dire le contraire. C'est pour ça que je te dis aussi, c'est pas que. Il y a une transition, il y a une Coupe du Monde à digérer, effectivement, il a fallu un peu se réinventer. Fabien Galtier aussi habité, il y a des joueurs de grande qualité, il a fallu lancer des jeunes, faire confiance, que les gens prennent leur marque. On a retrouvé un petit peu cette identité sur les derniers matchs. Après, on l'a vu, la plupart des matchs, souvent ça se finit à 1 point, 2 points. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait gagner finalement? Le supplément d'âme et le caractère. Et pour créer ce caractère-là collectif, il faut un peu de temps, il faut intégrer de nouveaux joueurs et après il y a des joueurs exceptionnels qui font que ça débloque certaines situations, qui fait que vous gagnez d'1 point ou vous perdez d'1 point. Et ça, ils sont très rares. Et Antoine Dupont en fait partie, on voit bien avec le 7. Le 7 est une très bonne équipe. Notre équipe de France est une très bonne équipe. Mais avec lui, ça a peut-être mis le petit supplément d'âme. Le collectif a été un petit peu plus fort avec ce type de joueur parce qu'il est capable de vous débloquer des situations. Et c'est dans tous les sports pareil. Tu le vois avec Mike James, tu le vois avec Zidane ou Mbappé. D'ailleurs, dernièrement, Mike est un peu moins bon, il est peut-être fatigué, et on voit tout de suite que l'équipe n'est pas pareille, quoi. Oui. Il faut un collectif autour. Si le collectif est bon, ça, c'est sûr. Mais... ce joueur sera bon. Mais si le collectif est bon, et une fois que le collectif est bon, ce joueur, par contre, il est capable, lui, de déclencher dans des matchs clés des choses exceptionnelles que personne ne peut faire. Ce qu'on dit faire la différence. C'est pour ça. L'équipe de France, aujourd'hui, est un très bon collectif, et il fallait des joueurs exceptionnels. Le Garec, tu as parlé, peut-être sera le Dupont de demain, ou Ramos aussi, qui a pris sa responsabilité. Les cadres, il faut un peu du temps. Ramos, il met cette pénalité qui sauve la saison du Tour Destination, quoi. C'est-à-dire qu'en finissant 2e grâce à cette pénalité, c'est pas la même que si c'est pas comme ça, quoi. Oui, comme si c'est pas la même si tu perds pas d'1 point contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde. Pareil.
c'est vrai. C'est pas la même carrière, c'est pas la même aventure, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Un peu de temps. J'adore cette question parce que généralement ça fait toujours, parce que les gens qui nous écoutent ils voient pas, mais il y a toujours cette lueur dans les yeux en disant « Ouh là là, qu'est-ce que je vais mettre en premier là ?» Non, je souhaite un peu de temps, avoir la satisfaction un petit peu d'arriver au bout de notre projet, avec cette belle équipe autour de moi qui a fait un travail formidable pour parler de rugby. Parce que tu parles de temps et moi je pense immédiatement à tes enfants, à ta femme et tes enfants. Est-ce que tu as l'impression que parfois, parce que la princesse Stéphanie disait à notre micro un jour, elle disait mon père qui aimait tellement Monaco, parfois à tant s'occuper de Monaco, il s'est un peu moins occupé de nous, il nous a manqué. Est-ce que tu penses que ça, c'est toi qui aimes tant le rugby et la médecine, parce que c'est les deux, hein, ouais. Est-ce qu'il y a des jours où tu te dis peut-être que je vais leur manquer un peu? Oui, bien sûr, mais j'ai surtout envie d'avoir du temps pour voir mes enfants grandir, effectivement, leur apporter un petit peu cet accompagnement dont tous les enfants ont besoin. Et effectivement, ma famille reste une priorité, elle l'est, et je sais quand même faire la part des choses. Je passe beaucoup de temps avec ma famille. J'ai été éduqué comme ça aussi. Mon père n'était pas forcément présent tous les jours à la maison, ma mère non plus, parce qu'il travaillait beaucoup. Mais par contre, il cristallisait des moments, des voyages, des aventures, où on a vécu des choses en famille qui sont extraordinaires. J'essaye de répéter la même chose. Et ça, il suffit juste un petit peu de mettre une parenthèse dans ces activités pour pouvoir vivre des moments tous ensemble. Donc voilà, après j'aimerais en avoir un peu plus, effectivement. Ma femme est très patiente, mais ça a ses limites. Et demain, effectivement, mes enfants grandissent. Si elle nous écoute, voilà, j'ai pris 1 heure de votre temps, pardonnez-moi. Mes enfants grandissent et du coup j'ai envie de passer du temps avec eux et de les voir s'autonomiser. Ils jouent au rugby? Ils sont bien lancés. Le grand joue au rugby, le deuxième joue au basket et la petite. Voilà, un garçon qui a l'esprit ouvert. Exactement. C'est bien ça. Non, mais moi il n'y a pas de. La petite, elle joue pas au rugby? Non, la petite, elle a 2 ans. Non, elle joue à rien. Pour l'instant, elle joue à Lego. Elle joue à sortir de son lit avec beaucoup d'inquiétude de la part de sa maman. Elle sort déjà de son lit à barreaux, mais sinon, non. Et puis les grands, ils feront ce qu'ils veulent. Si mon fils veut pas faire de rugby, il fera autre chose. Moi, je veux juste qu'il soit épanoui. C'est pas une problématique, mais je suis content qu'il en fasse quand même. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Si tu nous écoutes, il est quand même content que tu en fasses. Voilà. À bientôt, merci. Thomas. Merci beaucoup. C'était très sympa. Merci.